Nous allons initier un nouveau sujet autour de nos invités, rénovation urbaine, comment développer davantage de cohésion territoriale et sociale. À ma gauche, Anthony Boré, qui est le premier adjoint au maire de Nice en charge de la rénovation urbaine. À sa gauche, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Bonjour. Florent Noiret, vous êtes le directeur commercial de Spada Construction. Et enfin, Michel Puy, vous êtes le directeur régional d'ICAD. Anthony Boré, nous avons accueilli pour ouvrir cette matinée Christian Estrosi qui revenait sur ce contrat signé le 15 avril. Vous étiez à Matignon avec le Premier ministre Jean Castex et le président de la métropole de Nice, Christian Estrosi. 2,5 milliards. Quand on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces 2,5 milliards, que pèse justement la dimension rénovation urbaine, cohésion territoriale? Quel est le poids justement de cette transformation à venir de la métropole de Nice avec cette dimension urbaine et de rénovation? D'abord, c'est un contrat très important qui vient effectivement au meilleur moment, celui de la relance, celui où on a besoin d'investissement, on a besoin de soutenir nos milieux économiques, et puis on a aussi besoin de soutenir les plus fragiles, et la rénovation urbaine vise évidemment à cela. Et je dois dire que sur ces 2,5 milliards, c'est près de 300 millions d'euros qui sont consacrés à la rénovation urbaine dans le cadre du plan nouveau de rénovation urbaine que l'ANRU nous finance avec l'État. Et bien entendu, il fait suite à un premier plan qui avait déjà investi 500 millions d'euros et qui vient de se terminer sur l'Ariane, les Moulins, Pasteur. Et nous avons réussi dans ce plan à intégrer un nouveau quartier, qui est le quartier des Liserons à Nice, qui a besoin aussi de rénovation urbaine de manière forte. Et je crois que c'est tout à l'honneur de Christian Estrosi, de l'équipe que nous conduisons, d'assumer cela. Et la rénovation urbaine, il n'y a pas, je dois dire, de plus beau sujet, de sujet plus transversal. Parce que, au fond, on parle logement, on parle aménagement, on parle développement économique, on parle éducation, on parle transport. Je sais que vous avez tenu une table ronde tout à l'heure avec mon ami Louis Nègre. Eh bien, la rénovation urbaine, c'est tout cela à la fois. Parce que, bien entendu, quand on rénove un quartier qui est en difficulté, qui est en souffrance, eh bien, on ne fait pas que rénover des voiries ou du bâti. On s'intéresse aussi à la vie, aux équipements de proximité, aux clauses d'insertion sociale. Et c'est tout ça, sans doute, que nous allons aborder maintenant. Anne-Sophie Grave, vous êtes donc, je vous présenter, vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. C'est le bras armé de l'État de la Caisse des dépôts sur justement, notamment l'action de la production de logements avec une demande qui reste toujours très forte, un besoin en France. Vous avez souhaité être présente ici à Nice ce matin avec nous pour peut-être rappeler l'engagement que vous avez tenu dans tous les territoires pendant cette crise, au moment où quelquefois les grues s'arrêtaient, où pour autant la demande de logement est forte. Vous avez à la fois, vous êtes intervenu notamment en rachetant par exemple beaucoup de lots, on va revenir sur des chiffres qui sont importants, mais avec finalement une production qui a été au rendez-vous l'année dernière, dans un contexte pourtant très difficile. Oui, alors on peut revenir au mois de mars 2020, comme vous l'avez dit, les grues s'arrêtaient. Et à l'époque, les promoteurs étaient assez interrogatifs en fait sur la capacité de commercialiser leurs programmes. Et s'ils ne commercialisaient pas leurs programmes, ben, c'est des programmes qui ne démarrent pas dans ce cas-là. Donc le groupe CDC Habitat en fait a lancé un appel à projet auprès des promoteurs qui portait sur l'acquisition de 40 000 logements acquis en VFA. Et donc, nous avons précommandé sur l'année 2020 40 000 de ces logements. Nous avons signé 10 500. Et c'est autant de chantiers donc, qui ont pu démarrer sur le début 2021. Et sur la région sud, en fait, ce sont 7 500 logements. Et là où je voudrais insister, c'est que si on fait le pourcentage, on est à près de 20% en fait, de ce plan de relance qui a concerné la région sud, qui démontre bien aussi le dynamisme de la région sur l'investissement et sur les programmes de l'habitat. Anne-Sophie Grave, vous me disiez hier en préparant cette émission qu'il a fallu aussi repenser un petit peu le modèle et la chaîne industrielle finalement pour pouvoir être au rendez-vous de la mise en chantier, de ne pas prendre du retard sur des objectifs en termes de logement que le gouvernement a fixés relativement à la hausse. Je veux dire, comment vous avez mis en branle, vous êtes arrivé à la présidence du directoire de CDC Habitat, comment vous avez mis cette maison, vous l'avez mobilisée pour pouvoir finalement, face à des vents contraires, faire à ce que finalement l'activité puisse être soutenue et que vous soyez au rendez-vous de cette production
nécessaire. On va revenir tout à l'heure avec Michel Puy sur justement cette demande de logement ici à Nice. Mais comment vous avez fait? Alors, j'ai évoqué notre appel à projet sur les 40 000 VFA, donc 10 000 signés en 2020, mais en réalité, c'est 50% de plus de mise en chantier que nous avons fait en 2020. Donc nous sommes passés en fait d'un rythme de 20 000 à 30 000 mises en chantier. Et donc j'insiste vraiment parce que c'était un plan de soutien, certes, à la promotion immobilière, mais aussi au bâtiment et à l'emploi local. Donc c'est bien ça effectivement que nous avons fait en 2020. Et puis 2021, nous nous posons d'autres questions, puisque aujourd'hui, effectivement, on ne voit pas en fait les autorisations d'urbanisme redémarrer. Et nous craignons, nous en ce qui nous concerne, d'être confrontés dans les mois qui viennent à une crise de l'offre de logement. Donc on y reviendra peut-être sur comment effectivement on répond en 2021 à ce nouvel enjeu d'accélérer, en fait, de se positionner comme un accélérateur de projet. Anthony Boré, justement, c'est un sujet. Les professionnels se plaignent d'une manière générale partout en France en disant finalement crise du Covid. Plus dans certaines métropoles, on va voir si c'est le cas de Nice, il y a eu quand même beaucoup d'arrêts, beaucoup moins de permis délivrés, des changements des fois de majorité municipale qui ont paralysé, on va dire, certaines villes ou certaines métropoles. Et puis aussi, bien sûr, la loi climat qui pose un certain nombre, on va dire, d'éléments, bien sûr, dans une logique positive à terme, mais pour les acteurs du logement et pour les promoteurs immobiliers, en tout cas, c'est une addition qui fait qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'heure et au rendez-vous du besoin en termes de logement. La demande est forte, mais on n'arrive pas à y répondre. Vous, premier adjoint au maire ici à la ville de Nice, comment vous répondez à ces différentes injonctions et le besoin de logement qui se fait fort ici, puisque Nice reste très attractif? En innovant. Parce que moi, je crois que les crises sont bien sûr des moments de souffrance, mais qu'il faut savoir aussi en faire des opportunités. Et je dois dire que, bien sûr, la crise de la Covid a ralenti les permis de construire, les constructions, et en même temps, elles doivent nous interroger sur notre capacité à nous réinventer. La loi Elan vient offrir des dispositifs nouveaux. Je pense au bail réel solidaire, par exemple, qui est un dispositif qui existe et dont nous devons nous saisir. Je pense à des modèles nouveaux d'habitat participatif que nous allons engager à Nice. J'engage le premier projet d'habitat participatif où 14 locataires vont pouvoir construire eux-mêmes l'habitat dans lequel ils souhaitent vivre en identifiant des parties communes, en identifiant des espaces partagés. Bien sûr que c'est difficile pour les élus, il faut le dire, qui veulent en même temps apporter plus d'espaces verts à leurs habitants et qui sont contraints parfois par la loi, qui ont un foncier parfois peu nombreux, c'est le cas sur notre territoire, qui ont envie de préserver des espaces naturels et qui ont envie en même temps de répondre aux besoins de logement parce que c'est un impératif. À Nice, j'ai 16 000 demandeurs en attente. Je suis conscient que c'est pour chacune de ces familles une attente trop longue, une attente importante et que je me dois de leur apporter une réponse. Donc il faut conserver cette envie, cette détermination à faire de manière raisonnée, raisonnable, constructive du logement, inventer des modèles nouveaux et pouvoir identifier les espaces où nous pouvons le faire. Nous avons ici avec Michel Puy, je dirais, requalifié un quartier qui est celui de la Gare du Sud à la Libération, qui était en perdition parce que abandonné depuis un certain nombre d'années sur le bâti, plus attractif. Et il faut que chaque quartier de la ville, de la métropole, puisse retrouver une attractivité. Nous l'avons retrouvé ici avec une halle gourmande, avec du logement étudiant, avec un cinéma qui est venu apporter un élément qui fait qu'on se déplace de toute la ville pour venir à la Libération. Mais il en est de même dans les quartiers est de Nice ou dans les quartiers ouest ou au nord. Il faut que chaque quartier ait son élément d'attractivité, que chaque quartier fasse aussi preuve d'imagination, d'inventivité. C'est ce que nous essayons de faire, en tout cas avec l'ensemble des partenaires qui sont les nôtres. Michel Puy, justement, donc j'évoquais notamment la mise en place par le gouvernement de cette commission présidée par François Rebsamen sur la nécessité aujourd'hui peut-être de relancer plus fortement à la fois de délivrer plus facilement des permis, car aujourd'hui il y a une sorte de gel, peut-être est un terme un peu fort, mais ralentissement en tous les cas aujourd'hui, et qui va produire des effets dévastateurs, notamment auprès des citoyens sur une éventuelle inflation du prix du logement si demain l'offre se raréfie.
Effectivement. Je voulais juste revenir sur la période de mars 2020, pour avoir vécu 2008, où effectivement on avait des désistements qui arrivaient et plus aucune réservation. On a été quand même très satisfait de voir effectivement que la Caisse des dépôts a pu soutenir l'activité. C'est l'activité des promoteurs, c'est l'activité du bâtiment, c'est également l'activité du logement social, puisque 60% en fait de la production des promoteurs, c'est éventuellement c'est du logement social. Après, sur le partenariat avec les collectivités, on est tout à fait ouvert. Je pense que tous les opérateurs sont prêts en fait à discuter. Moi, ce que je voyais effectivement dans le plan de relance, c'est les centaines de millions d'euros qui sont faits pour développer les lignes de tramway. Donc c'est sur le Paillon, c'est sur Cannes-sur-Mer, c'est sur Saint-Laurent-du-Var. Et dans toutes les métropoles où on développe le tramway, on densifie la ville. Donc je pense qu'il y a une réflexion effectivement à avoir, qui peut se faire effectivement assez rapidement sur la base des PLUM, aujourd'hui qu'on connaît, pour être un peu plus frugal sur le foncier, pour pouvoir effectivement à terme densifier la ville dans les périmètres du tramway, ce qui permet à tout le monde de pouvoir se loger avec de commerces, avec des capacités de transport qui sont extrêmement importantes. Et je pense qu'effectivement, je rebondis donc sur effectivement le rapport de M. Rebsamen et ce qui pourrait nous amener, c'est notamment peut-être chez nous, de peut-être avoir ce type de réflexion en disant aujourd'hui, on est en train de développer les transports. Nos habitants sont très très attentifs aujourd'hui à ces éléments de transport. On voit bien aujourd'hui que dans le choix d'un logement, c'est comment je vais effectivement d'un point à un autre, est-ce que le tramway est à combien de minutes, etc. Et je pense que c'est encore une fois un point essentiel avec les collectivités sur lequel on devrait réfléchir pour dire on va consommer moins de foncier, mais essayons de densifier la ville près des transports en commun. Anthony Boré, vous disiez c'est un exercice difficile quand on a justement cette délégation à la fois de l'urbanisme, de la rénovation urbaine, parce qu'aujourd'hui c'est complexe, même c'est complexe dans le rapport avec les concitoyens qui veulent à la fois plus de logements, mais le plus loin de chez eux, ils veulent des espaces verts. Aujourd'hui, être maire bâtisseur, est-ce que c'est possible aujourd'hui en 2021 ? Bien sûr, je le crois. Et nous avons avec Christian Estrosi beaucoup encore de projets que nous venons mener à terme. Michel Puy vient de parler de ceux des transports. Moi, en matière de logement, je considère que, encore une fois, cette crise est une opportunité et qu'il faut sans doute qu'on regarde de plus près la qualité de ce qu'on construit. Cette crise a démontré qu'on avait besoin d'espaces extérieurs plus importants, que la typologie des logements, finalement, était aussi un sujet tout aussi important que le nombre. Et donc, je suis en train de proposer aux professionnels dont vous êtes une réflexion sur une charte numéro 2. Nous en avons une première qui porte sur la régulation des prix du foncier de location pour pouvoir, là aussi, je dirais, réguler les choses sur les prix de l'immobilier. Eh bien, je souhaite que cette charte aille plus loin. Et nous sommes en train de travailler avec Christian Estrosi à une charte de qualité post-Covid, je dirais, que nous pourrions proposer à un certain nombre de promoteurs pour pouvoir imaginer les logements de demain. Ce sont sans doute des logements plus grands, ce sont sans doute des logements différents, ce sont bien sûr des logements dans lesquels il faut prendre en compte cet aspect de végétalisation dans leur aménagement. Et finalement, ça nous permettra de construire mieux. Et finalement, cette crise, elle peut peut-être nous permettre de construire mieux ensemble. Florent Noiret, justement, vous êtes le directeur commercial d'une PME centenaire ici dans le territoire, c'est Spada Construction. Lorsque Anthony Boré dit cette charte numéro 2 pour avoir une réflexion commune entre les professionnels sur la qualité, c'est quoi votre réaction Alors, d'abord, je voudrais rappeler que le bâtiment et les travaux publics sont un acteur important de la cohésion sociale. On est un pourvoyeur d'emplois nombreux, je pense, et on fournit à des jeunes et des gens qui sont éloignés de l'emploi au travers de mesures d'insertion, d'apprentissage, un moyen à ces personnes de s'intégrer dans la société. Et on leur donne des perspectives d'avenir et de carrière, et je pense que c'est un des vecteurs forts de cette cohésion sociale. Et donc, on dit souvent que quand le bâtiment va, tout va, et donc tous ces projets le plan de relance, la commission Rebsamen, ces chartes, c'est très important pour nous, on y est très vigilants.
On y est très souvent associé au travers de nos fédérations professionnelles. Et voilà, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et on est très attentif à ce que ça permette d'alimenter notre activité économique, effectivement, parce que c'est bon et pour nos entreprises et pour la société au sens large du terme, je pense. Et Florent Noiret, on disait tout à l'heure, mars 2020, les grues s'arrêtaient. Aujourd'hui, comment vous percevez? Vous êtes un acteur très engagé dans la fédération ici du bâtiment et des travaux publics. Comment vous percevez cette reprise? Le rythme a repris comme avant mars 2020. On est à quel niveau d'activité on se situe aujourd'hui ici dans la métropole de Nice? Non, on a effectivement eu une année 2020 qui a été particulière. On a eu un mois et demi d'arrêt d'activité, mais je pense que le secteur a démontré sa résilience, a fait en sorte, avec le gouvernement, etc., d'avoir un protocole sanitaire qui nous a permis de reprendre l'activité assez rapidement. Mais aujourd'hui, on fait le même constat que les personnes autour de la table, qui est qu'il y a un ralentissement de l'activité, des démarrages de projets, etc. Et c'est pour ça que on insiste aussi sur ce plan de relance, parce qu'il faut que les projets arrivent en réalisation, parce que c'est l'activité de nos entreprises d'aujourd'hui. Et les permis que nos maîtres d'ouvrage ont du mal à obtenir aujourd'hui, c'est notre taux d'activité de dans 18 mois. Donc on est aussi inquiet de leurs inquiétudes. Anne-Sophie Grave, en début de matinée, Christian Estrosi disait qu'il faut faire le pari de l'innovation. J'entends Tony Boré qui est fidèle à cette ligne-là en disant il faut innover. Au sein de CDC Habitat, à la fois, bien sûr, il y a des enjeux de production. Vous êtes l'acteur, le bailleur national de poids. Vous développez bien sûr du logement social, mais pas que, du logement intermédiaire. Finalement, pour reprendre cette formule de Churchill, pour ne pas gâcher cette crise, sur quelle direction vous souhaitez amener CDC Habitat et sur quoi vous avez envie d'innover pour de mettre encore plus au rendez-vous de la demande des territoires et de ces métropoles comme celle de Nice à laquelle nous sommes aujourd'hui? En réalité, moi je pense, mais ça a été dit aussi par Anthony Boré, qu'on est quand même à un tournant à la fois sur les modes de production, puisque la loi climat qui est en discussion aujourd'hui au Parlement avec les objectifs de non-artificialisation des sols va amener à réfléchir. Alors il y a les questions effectivement de densité en proximité des transports, mais il y a aussi les questions de recyclage de bâtiments anciens, de friches, voire de centres commerciaux. Et ça, aujourd'hui, c'est un axe de développement qui n'était pas, en tout cas chez nous, je dirais extrêmement important, mais comme chez beaucoup de maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment une intégration nouvelle, et on l'a concrétisé en fait dans un appel à projet territorialisé qu'on a lancé fin mars, en disant, puisque aujourd'hui on voit le ralentissement des autorisations d'urbanisme, comment on peut se positionner en accélérateur de projet, ce que je disais tout à l'heure, en allant acquérir du foncier, faire du portage foncier avec des promoteurs, mais en allant aussi sur du recyclage de bâtiments. Donc ça, c'est un premier axe important, diversifier, je dirais, nos modes de production. Et puis, je dirais, le confinement a eu aussi un impact sur je dirais, la réflexion de tout un chacun par rapport à ses attentes, par rapport à son logement. Donc ça a été aussi évoqué par Anthony Boré. Et c'est de tenir aussi beaucoup plus compte en fait des usages. C'est-à-dire finalement le logement aujourd'hui, eh bien tout au long de la journée, il peut servir de lieu de travail et puis il sert bien sûr aussi de lieu de résidence, avec des attentes nouvelles, comme ça a été dit sur les extérieurs. Donc c'est comment, effectivement, on conçoit cet habitat demain beaucoup plus centré sur les usages et aussi les usages tout au long de la vie. Et je pourrais ajouter, mais là ça va être peut-être plus le sujet de mes collègues constructeurs ou promoteurs, bien sûr la réglementation environnementale, je dirais 2020, qui oblige aussi d'être très innovant dans l'utilisation d'un certain nombre de matériaux et sur lesquels, en tant que CDC Habitat, on veut mener un certain nombre d'expérimentations, soit nous-mêmes en tant que maître d'ouvrage, soit en partenariat avec les promoteurs. Et j'ajouterais peut-être un petit mot, parce que tout à l'heure, je n'ai pas précisé, là, ces 40 000 logements, ils ne sont pas du tout uniformes, parce que comme on est quand même sur une table ronde sur la cohésion sociale et territoriale, en fait, dans ces 40 000 logements, c'est à la fois, et vous l'avez dit, c'est à la fois du logement intermédiaire. Donc du logement intermédiaire, on est à moins 10 à moins 15% en dessous des loyers de marché. C'est du logement abordable où on est assez proche en fait des loyers de marché. Et puis c'est aussi effectivement du logement social. Donc effectivement pour cette cohésion sociale et territoriale, voilà, enfin nous, notre mission, c'est aussi de contribuer, voilà, à la construction de quartiers mixtes, équilibrés, et puis demain de plus en plus sobres et résilients.
Anthony Boré, la nouvelle équipe municipale a été réélue en juin de l'année dernière. Ça va faire un an. Lorsque un an après cette crise, après avoir observé certainement des nouvelles attentes, peut-être des Niçois, que vous avez observé des changements, des peut-être rapports de distance aussi entre le lieu du travail, hébergement, le développement du télétravail, est-ce que la vision en termes d'urbanisme que vous avez pour Nice, est-ce qu'elle a évolué en un an ? Bien sûr, elle a évolué. Comment ne pas tirer les leçons de cette année extrêmement dure que nous avons vécue ensemble. Vous évoquez la Covid. Je pourrais aussi parler de la tempête Alex qui a frappé durement notre haut pays et qui a aussi forcément des impacts en matière d'urbanisme, de reconstruction, de ce que nous devons faire dans nos vallées. Donc le télétravail, cette tempête et ces épisodes méditerranéens nous font nous pencher actuellement effectivement sur la manière dont nous concevons la ville. C'est forcément difficile d'avoir ce débat que de dire il faut poursuivre la construction, et c'est une volonté forte à la fois en termes d'investissement, d'embellissement, de besoins, et c'est absolument impératif, et en même temps de l'imaginer un peu autrement, et c'est le travail que nous faisons actuellement. C'est un travail que nous faisons aussi sur nos propres services, où nous réfléchissons à l'implantation des différents équipements publics de la ville, de la métropole, pour pouvoir là aussi répondre à de nouveaux enjeux. C'est donc en réalité une question bien plus large que celle de la simple question de la rénovation urbaine ou du logement que vous posez, mais elle est réelle, et oui, nous adaptons notre réflexion à cette crise. Michel Puy, pour rester sur l'innovation, c'est un élément qui est dans l'ADN du groupe ICAD. C'est vrai que l'Île-de-France et Paris étaient quand même très impactés par cette crise du Covid, comme partout en France, mais je pense que l'Île-de-France l'était encore plus. Ça a généré, on va dire, des nouvelles envies d'aller peut-être vivre différemment, travailler différemment. Quels sont les atouts que vous percevez ici pour la métropole de Nice, à la fois dans les atouts, mais aussi les signaux faibles qu'il va falloir, vous tous, travailler tous ensemble, parce que un beau contrat de relance de 2,5 milliards, ça donne envie, ça crée de l'attractivité, il va y avoir beaucoup de projets. Est-ce que vous allez pouvoir accueillir tout le monde ? Est-ce que derrière les professionnels du bâtiment, on va en parler tout à l'heure avec Florent Noiret, vont pouvoir suivre ? Mais vous, quelle est la vision que vous défendez en tous les cas ici pour ce marché niçois ? Écoutez, l'attractivité est indiscutable, il suffit de regarder autour de nous. Aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir, effectivement, c'est l'offre. On a constaté, on a une baisse en fait des permis de construire sur un an qui se situe entre 30 et 35%. Bon, c'est la crise Covid, c'est les difficultés. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, les permis de construire moins 30 et l'offre sur le marché, c'est moins 40%. Ça veut dire que globalement, en offre, aujourd'hui, on a 7 mois de stock sur des prix qui sont en plus tous quasiment supérieurs aujourd'hui à 5 000 €. Donc ça pose un second problème, c'est l'accessibilité effectivement donc à l'accession à propriété d'une partie de la population. Donc cette activité, elle existe, mais il faudrait effectivement qu'elle ne soit pas limitée donc à des revenus un peu élevés et qu'on puisse trouver les moyens, notamment comme Anthony Boré l'a parlé, et grâce au BRS, qui puisse permettre aux actifs d'accéder à la propriété. Parce que je pense qu'honnêtement, avoir aujourd'hui 30 ou 35 ans et d'avoir une seule vision de dire je serai locataire de toute ma vie, bon, je pense que c'est pas citoyen. Donc en revanche, permettre, soit par des opérations à coût maîtrisé, soit avec le schéma du BRS et avec des OFS qui seraient portés par la Caisse des dépôts, ça permet effectivement de donner des perspectives aujourd'hui à ces jeunes populations. Après, sur l'innovation, je groupe les Parisiens, effectivement, on travaille beaucoup, nous on travaille aussi. On a un concept aujourd'hui qui s'appelle naturellement chez soi, qui veut dire quoi ? Qui veut dire qu'aujourd'hui, chez ICAD, on essaye de travailler très en amont sur la conception d'appartements avec une start-up qui s'appelle Imaginome. On a réfléchi à la conception d'appartements dans lequel on crée aujourd'hui le post-Covid, c'est-à-dire une zone, un espace neutre, qui peut être un espace bureau, qui peut être un espace pour accueillir des amis ou faire coucher le copain de ses enfants. On crée des espaces externes. Bon, ce n'est pas une nouveauté pour nous ici, puisque tous les appartements avaient de très beaux espaces externes, mais néanmoins on insiste là-dessus, sur les espaces verts. Et puis on est sur une économie de partage. Aujourd'hui, dans les opérations importantes, ICAD, nous insérons une chambre d'hôte. Une chambre d'hôte, c'est une
C'est un lieu qui peut être partagé par la copropriété pour loger ses parents, pour loger des amis. C'est du Airbnb au sein de la copropriété, hein, pour quelques jours ou quelques nuits. On a effectivement des ateliers de réparation qui peuvent être mis en commun. On a du vélo en autopartage. On met également de l'auto en autopartage. Enfin voilà, on a véritablement dans ce concept aujourd'hui très innovant, très nouvelle conception. Parce qu'il faut être effectivement à l'écoute de ces nouveaux acquéreurs qui sont très très attentifs à ce genre de choses. Et deuxième sujet, sur la nature, on a pris des engagements donc, au syndicat de planter 3 arbres par appartement. Donc c'est important. Donc on ne les prendra pas forcément donc, sur le site, mais aujourd'hui sur toute la France, on est capable aujourd'hui de se mettre d'accord avec des collectivités pour arriver à reboiser, pour démontrer en fait notre volonté de travailler effectivement sur ces nouvelles attentes de nos acquéreurs et sur des nouvelles attentes environnementales. Une question qui revient bien sûr, c'est l'accessibilité, c'est le prix du marché pour que justement des jeunes de 35 ans puissent devenir propriétaires. L'équation n'est pas simple aujourd'hui entre coût du foncier, le coût de la production qui augmente, tenant compte bien sûr des objectifs environnementaux. C'est quoi aujourd'hui le bon business model, le bon modèle économique pour que demain, plus de Niçois puissent acheter, je le souhaite pour vous, un appartement ICAD? Mais merci. Mais pas uniquement, mais je pense que c'est la loi du marché. C'est-à-dire que si demain, effectivement, on a une offre qui augmente, on a forcément des prix qui devraient donc diminuer. Or, aujourd'hui, on a une contraction de cette offre qui risque de nous amener effectivement à une augmentation des prix. Heureusement, c'est un modèle économique qui est assez basique. Et c'est là que je me retourne effectivement vers Anthony Boré et l'ensemble des politiques, où je dis encore une fois, choisissant cette chance aujourd'hui du développement des zones de tramway pour travailler en partenariat et pour se dire que c'est autour de ces zones de tramway qu'on doit aujourd'hui densifier la ville. On voit que ça se fait dans toutes les métropoles. Moi, j'ai vécu la densification autour du tramway à Lyon. C'est formidable, des quartiers qui n'existaient pas et qui sont devenus véritablement des vraies zones d'attractivité parce que les gens ont envie de venir, ont envie de se déplacer. Anthony Boré, vous avez un appel lancé par Michel Puy. Vous répondez à quoi justement sur cette idée de pouvoir créer des nouveaux quartiers par rapport à ces nouvelles infrastructures qui donnent plus d'accessibilité aux Niçois? Mais je réponds que tout ça est déjà en cours, parce que la ligne 2 de tramway, alors Michel évoque aussi les autres opportunités de la ligne 4 et 5 qui va nous amener vers Cagnes-sur-Mer et vers la vallée du Paillon. Mais en réalité, ce sont des zones déjà aménagées ou en cours d'aménagement. La ligne 2, je rappelle qu'elle dessert à la fois le quartier des Moulins, sur lequel je veux dire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de mixité sociale, mais c'est tellement important d'employer ce mot dans ce débat, qu'il était 100% logement social, le quartier des Moulins. Que grâce au projet de rénovation urbaine que nous menons ensemble, il va conduire à n'être qu'à 75% du logement social, le reste étant en accession sociale à la propriété. Et c'est important, on le sait, dans ces quartiers, de ramener de la mixité sociale. Il y a l'opération d'intérêt national qui elle-même porte des projets de développement importants, de développement économique d'abord et industriel, de nouvelles technologies, et qui, bien entendu, parce que nous ne souhaitons pas non plus en faire une cité dortoir, comprend une part de logement et de commerce. Et c'est évidemment desservi par la ligne 2 et 3 de tramway. Et puis, bien entendu, la vallée du Paillon a aussi de fortes densités en matière de construction. On voit bien les problèmes que cela pose d'ailleurs en matière de circulation, de livraison, de stationnement, d'embouteillage. D'où la nécessité d'amener le transport. Mais je fais remarquer à Michel Puy une chose, c'est que nous avons sur la ligne 2, en tout cas, ce n'est pas le cas de la ligne 5 et c'est sans doute un regret, d'abord amener la ligne de tramway avant d'aménager. Parce que quand on aménage d'abord et qu'ensuite on se rend compte qu'il y a des difficultés de circulation et donc qu'il faut une ligne de mobilité, c'est un peu le cas dans la vallée du Paillon, on est plus en difficulté et évidemment on a fait subir à tous ceux qui vivent et qui travaillent dans ces zones des conditions de vie qui sont tout à fait inacceptables. Donc Michel a raison et dans le même temps il faut d'abord amener le moyen de transport avant de réfléchir ou en tout cas avant d'engager le projet d'aménagement pour être conforme aux conditions de vie les meilleures possibles qu'on souhaite donner à ceux qui y vivent. Alors, c'est une très bonne transition puisque je voulais terminer avec nos 4 invités sur le vivre ensemble. C'est vrai que les contrats de relance et de transition écologique, c'est beaucoup d'argent.
Mais l'argent, ça ne fait pas tout. Il faut être aussi en capacité de créer une certaine cohésion territoriale, le vivre ensemble. Peut-être, Madame Grave, le vivre ensemble, comment vous le percevez dans le rôle aujourd'hui de CDC Habitat? On voit que notre pays est trop souvent fracturé, que malheureusement cette crise aussi a créé encore plus d'inégalités dans un certain nombre de territoires. On y reviendra avec Anthony Boré, qui a vu aussi beaucoup malheureusement d'appauvrissement de beaucoup de nouvelles populations ici dans la métropole de Nice, malgré nos amortisseurs sociaux ou l'engagement des collectivités locales. Quelle est votre vision justement pour que ce renouveau urbain soit au service à la fois d'une République qui respire et qui reste pleine de fraternité? Alors effectivement, sur les questions de transformation urbaine ou de rénovation urbaine, nous, ce qui nous paraît très important, c'est d'amener effectivement dans ces quartiers vraiment de la diversité de fonctions et de la diversité de l'habitat. Donc effectivement, nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire en partenariat avec notamment l'OPH de Nice, de venir reconstruire de manière différente. Donc ça peut être effectivement du locatif social, mais ça peut être de l'accession sociale à la propriété et ça peut être du logement intermédiaire. Donc nous, c'est vraiment effectivement, je dirais, ce qu'on est en capacité d'apporter, c'est cette diversité de l'habitat qui fait que oui, demain, ensemble, on vivra mieux, puisque on pourra aussi avoir son parcours résidentiel entre le social, l'intermédiaire et l'accession sociale à la propriété. J'ajouterais que les locataires du locatif intermédiaire, à 54%, ils sont très mobiles, ils envisagent de bouger à 5 ans et d'aller vers de l'accession à la propriété. Et c'est ça que nous souhaitons offrir, c'est vraiment un parcours résidentiel à nos locataires. Et je pense que c'est aussi une garantie pour une bonne vie ensemble dans ces quartiers concernés par la rénovation urbaine. Florent Noiret, vivre ensemble, construire ensemble, hein, ça pourrait être aussi le slogan autour des acteurs réunis autour de cette table. En étant directeur commercial de Spada Construction, comme ça fait 100 ans que vous avez un regard sur le développement de ce territoire, justement pour développer à mieux vivre, pour qu'il y ait plus de cohésion. Quel est votre regard justement sur cette métropole de Nice ? La question rejoint un peu le début de mon intervention de tout à l'heure, quand Anthony Boré parlait de mixité sociale en disant que c'était un terme très important et qu'il fallait qu'on en parle. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien dans nos entreprises de bâtiment depuis toujours, parce qu'on a toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées, et on y arrive parce qu'on a des projets communs. Voilà, un projet de bâtiment, c'est effectivement un travail d'équipe. On travaille avec des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, et on travaille avec nos compagnons, avec nos encadrants de chantier. Et c'est ça qui nous fédère et qui nous permet d'avancer ensemble. Donc je pense que quand il y a un projet de territoire commun avec de la rénovation urbaine, l'ouverture des quartiers, la diversité sociale, mais aussi d'usage en créant des commerces, peut-être des entreprises dans ces quartiers, en les ouvrant et en transformant ces anciennes cités dortoirs, c'est là qu'on crée un projet commun et qu'on a une direction commune qui nous donne envie d'avancer ensemble. Je pense que c'est très important. Michel Puy, sur le même sujet, le vivre ensemble, on tire beaucoup d'enseignements, à la fois, j'imagine, d'échecs, mais aussi de succès sur ces sujets de mixité sociale, de vivre ensemble, de cohésion dans le territoire. On le disait, l'actualité le demande tous les jours, beaucoup de fractures dans notre pays. C'est pas que la France, hein, bien sûr, mais sur quoi, à votre avis, on peut se reposer sur des éléments forts dans ce territoire pour avancer justement et avoir plutôt des succès en matière de cohésion territoriale? Si vous voulez, tout d'abord, juste une précision. Donc, les promoteurs produisent 60% du logement social du 06. Donc, notamment avec les systèmes de vente en état futur d'achèvement. Il y a une dizaine d'années, on ne savait pas ce que c'était que de produire du logement social. Donc c'est effectivement, en 10 ans, on en a produit donc des milliers. C'est du quotidien pour nous, donc je pense qu'il faut réfléchir déjà à la conception. La conception est importante, effectivement, parce que c'est pas, on ne doit pas faire de l'arithmétique. Ce que de temps en temps, effectivement, je reproche à la réglementation, c'est qu'on nous demande de faire de l'arithmétique, de faire les 30%, les 20% ou les 50%. Je pense qu'il faut d'abord se poser et dire comment effectivement j'obtiens ces 30 ou ces 50%. Il y a différentes manières. Et on sait effectivement que la cohésion sociale, elle passe tout d'abord par la réflexion dans la conception du projet. On a chacun nos exigences, elles sont légitimes, mais il faut absolument travailler en partenariat avec les collectivités pour concevoir, bien concevoir, à mon avis, c'est déjà aujourd'hui donc obtenir l'étape d'après, c'est-à-dire comment bien vivre ensemble. Ça commence ici.
Et encore une fois, c'est cette notion d'arithmétique, quelquefois, qui est un peu dure pour nous donc, à intégrer dans l'ensemble de nos projets. Mais on le comprend très bien, ce n'est pas une remise en cause de l'objectif. C'est-à-dire, quelquefois, au lieu de faire 10 appartements ici, pourquoi j'en fais pas 20 à gauche? Et pourquoi, effectivement, on m'impose cette arithmétique? Bon, c'est la loi, malheureusement, mais on voudrait, quelquefois, avoir un peu d'élasticité pour, à mon avis, produire mieux et améliorer encore le vivre ensemble. Après, travailler dans des quartiers aujourd'hui qui sont des quartiers difficiles, on est prêt à réfléchir. Je pense que tous les promoteurs sont prêts. Encore une fois, amener de l'accession à la propriété à des gens qui sortent du logement intermédiaire, il va falloir à un moment donné trouver des solutions, des solutions BRS ou d'autres. Mais il va falloir pouvoir amener ces gens-là à l'accession à la propriété. On sait que c'est également un gage de réussite de la mixité sociale. Anthony Moret, le mot de la fin vous revient. Ça fait déjà 1 an. C'est vrai que ce mandat municipal est vite passé dans une année assez particulière. Il vous reste, j'allais dire, 5 ans. 5 ans, pourquoi faire? C'est le premier adjoint au maire, Anthony Moret, aurait envie de se projeter dans 5 ans avec quel bilan justement sur ce sujet de la rénovation urbaine avec ses partenaires et on puisse se retrouver dans 5 ans ici, se dire quoi? Quel serait le bilan que vous aimeriez justement pouvoir partager avec les Niçoises et les Niçois? Je le résumerai en une phrase qui est à la fois simple à prononcer, bien que ces projets ne soient pas simples à mettre en œuvre. C'est d'apporter une vie meilleure à tous ceux qui vivent dans ces quartiers. Et pour apporter une vie meilleure, il faut bien entendu s'intéresser à la problématique de l'habitat. Et vous voyez bien l'ambition que nous portons les uns et les autres, avec cette mixité que nous souhaitons apporter à chaque projet de rénovation urbaine. Il faut bien entendu s'intéresser à la question des équipements publics. Et nous avons dans différents quartiers de Nice, je pense au quartier des Moulins, de l'Ariane, des groupes scolaires que nous restructurons pour pouvoir faire en sorte que les élèves les plus petits, je pense aux CM, aux grandes sections, au CP, au CE1, puissent étudier dans des classes de 12. Et on sait à quel point cette mesure gouvernementale a été appréciée dans ces quartiers et a permis à ces enfants de faire des progrès. Donc nous essayons d'étendre les écoles qui en ont besoin dans ces quartiers en même temps que nous menons les projets de rénovation urbaine. C'est la question du transport, nous l'avons largement abordé. Et puis c'est la question de la sécurité. Je ne veux pas ici ne pas le dire. On sait que la première chose à laquelle aspirent les Niçoises et les Niçois, en particulier quand ils vivent dans des quartiers difficiles, c'est à y vivre tranquillement, à lutter contre les incivilités, à y vivre paisiblement. Et si aujourd'hui on a tant de mal avec la mixité sociale, c'est parce qu'un certain nombre de ménages ne souhaitent pas habiter dans des quartiers dans lesquels la délinquance est importante. Et moi je fais partie de ceux qui pensent que nous avons tous un rôle à jouer dans ce domaine, les bailleurs, les constructeurs, parce qu'effectivement beaucoup de choses se font aussi au moment de la conception des lieux, l'État bien entendu dont c'est la responsabilité première, les collectivités. Et j'ai pris à cet égard un certain nombre d'initiatives très importantes pour faire en sorte que la minorité qui pourrit la vie d'une immense majorité qui vit et aspire à vivre tranquillement puisse être inquiétée. Et je ne lâcherai pas et ne lâcherai rien dans ce domaine pour que chacun puisse vivre mieux dans ces quartiers. Et je sais pouvoir compter sur l'appui tous ceux qui ici représentent d'autres fonctions que les miennes pour pouvoir y parvenir.